Bienvenue sur les antennes de la télévision nationale congolaise à travers ce journal des 19h. Bonsoir mesdames et messieurs. Les professeurs de l'université de Kinshasa annoncent la poursuite de leur grève au sein de cette alma mater. Ils ont réaffirmé leur position au cours de l'assemblée générale tenue ce samedi 14 mars 2020. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec force détails. La prévention contre les coronavirus, les points d'information sur l'état du territoire national et de la situation sécuritaire en RDC et plusieurs autres points ont été abordés à la 25e réunion du Conseil de ministres présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En voici un extrait. Compte rendu de la 25e réunion du Conseil des ministres. Vendredi 13 mars 2020, c'est en ce jour que s'est tenue la 25e réunion du Conseil des ministres, présidée par son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. 5 points figuraient à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des projets de texte. 1. De la communication de son Excellence Monsieur le Président de la République. La communication du Président de la République à cette 25e réunion du Conseil des ministres a porté sur les points suivants. Premier point, rencontre au sommet entre le Président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son prédécesseur, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange. 2. Situation de la pandémie à coronavirus Covid-19. 3. Déclaration de l'éligibilité au Fonds pour la consolidation de la paix pour une durée de 5 ans. De la rencontre au sommet entre le Président de la République et son prédécesseur. Le Président de la République a informé les membres du Conseil de sa rencontre le jeudi 12 mars 2020 à la cité de l'Ancélé avec son prédécesseur, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange. Dans une ambiance de fraternité et de convivialité, les deux hautes personnalités de CACH et FCC ont passé en revue les couacs qui minent la coalition au pouvoir. Chacune des personnalités a noté la sincérité des discussions engagées, lesquelles ont abouti à un ensemble d'éclaircissements nécessaires au renforcement des actions au bénéfice de la population. Acquisition des 80 nouveaux bus au esprit de vie par le gouvernement congolais, c'est le ministre des Transports et Voies des Communications Didier Mazenga qui a remis ce lot de bus aux associations de transport, nous dit Vital Pagabita à travers ce reportage. Tient à son programme Esprit de vie. Samedi 14 mars 2020, le ministre des Transports et Voies des Communications Didier Mazenga Mukanzu remet officiellement aux ONG 80 nouveaux bus Esprit de vie, un deuxième lot depuis qu'il est en fonction aux ONG JET et APEFCO chargés de suivi des remboursements de l'argent dû à l'État congolais par les acquéreurs. Nous sommes dans le cadre du projet Esprit de vie gouvernement. C'est le deuxième lot des bus que nous donnons aux particuliers à crédit pour servir la population, conformément à la vision de son Excellence, M. le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, un lot de 80 bus vient de s'ajouter pour la ville de Kinshasa. Nous allons profiter de l'occasion pour informer la population congolaise en général, la ville de Kinshasa en particulier, que nous avions signé la note circulaire pour réglementer les services de transport de manière générale et qu'il est demandé aux usagers, aux propriétaires de bus, aux chauffeurs de pouvoir se conformer aux normes établies
Pour acquérir ce bus, il faut adhérer aux ONG JET et APEFCO, payer $9 300 américains au titre de garantie et $600 à la fin de chaque mois. Au ministère du Développement rural, il s'est tenu la réunion d'évaluation interministérielle de projets de la Banque africaine de développement de précision dans ce reportage de Rodempanda. Du plan budgétaire annuel pour des activités du projet de réhabilitation des infrastructures socio-économiques dans la zone centre de la RDC prise pour l'exercice 2019 et des prévisions du PTBA 2020. Les secrétaires généraux de plusieurs ministères, membres du comité de pilotage de ces projets prises, se sont retrouvés au cercle Laïs à Gombe autour du secrétaire général du développement rural et président du comité de pilotage, l'ingénieur Georges Kochi Guimea, qui a présidé la réunion au nom du ministre du Développement rural pour en recevoir les contenus, discuter et formuler des recommandations. Le coordonnateur du projet prise, Beyon Tsunzu, a fait l'exposé de toutes les réalisations de 2019. Ensuite, il a annoncé les prévisions budgétaires de 2020 qu'il a soumis au débat et adopté par l'Assemblée. L'année 2019, nous avions présenté les difficultés qu'il y a eu, nous avions présenté le taux de consommation de notre budget. Pour 2020, nous estimons consommer près de 22 millions de dollars américains. Ce budget est réparti par composante. Vous avez la composante de développement des infrastructures. Pour le secrétaire général du développement rural et président du comité de pilotage, les résultats est satisfaisant et il reste confiant pour les PTBA 2020. Le ministre nous a chargé de présider cette réunion pour la présentation du plan de travail et budget annuel 2020 en ce qui concerne les projets pris. Un budget doit être voté, c'est ce que nous avons fait. C'est un projet qui satisfait tout le monde. Au niveau de notre ministre, qu'il a vraiment porté et qui les porte encore. Au jour d'aujourd'hui, il y a différentes catégories de réalisation. La construction des écoles, les centres de santé, latrines, on est pratiquement à 95%. Le secrétaire général à l'agriculture, vice-président du comité de pilotage et le directeur du cabinet du ministre du Développement rural, Jean-Marie Kimwamba, représentant du ministre, ont participé à cette réunion. Les anciens stagiaires de la JICA entendent redynamiser leur structure. Réunis en assemblée générale élective, ils viennent de mettre en place un nouveau comité appelé à porter le projet commun dans le partenariat INPP-JICA. C'est un reportage d'Yvette Makuntima et Emmanuela, commissaire. Suivez. C'est une structure qui forme le noyau d'une coopération entre la JICA, l'Agence japonaise des coopérations internationales et l'Institut de préparation professionnelle INPP. Pour perpétuer les savoirs acquis auprès des partenaires japonais, les anciens stagiaires de la JICA viennent de se doter en toute transparence d'une nouvelle équipe dirigeante. Komba Jeko succède à Maurice Chikuya Kaembe au poste de président de l'ASJICA. À l'issue de cette assemblée élective, une femme a été élue au poste de trésorier, Lydie Malongi. Cette dernière compte apporter sa contribution en tant que seule femme au milieu des hommes. À noter par ailleurs que l'ASJICA est une association qui œuvre pour la promotion de la technologie japonaise, y compris la culture de ces pays dans plusieurs domaines essentiellement vitaux et profitables en termes de développement pour la République démocratique du Congo. 25 lauréats bénéficiaires de la bourse d'études de Vodacom auront leur bourse le mardi 17 mars prochain. Cette question a été évoquée entre la présidente de Vodacom et le ministre de l'ISU. Le ministre de l'ISU a également échangé avec les recteurs de l'université Bagdo avant de réunir la délégation des Jeffrey Travel. Suivez les détails à travers ce reportage. Supérieur et universitaire Thomas Loakalo Senjola a reçu dans son cabinet de travail la délégation de la Fondation Vodacom venue lui faire part de l'organisation de la cérémonie de la remise des bourses d'études à 25 lauréats finalistes du secondaire. La Fondation Vodacom étant l'un des grands partenaires de l'éducation de l'enfant congolais. Cette fondation a mis sur pied un programme qui consiste à intégrer cet ancien élève et étudiant dans le monde professionnel.
Nous sommes venus dans le cadre de l'éducation présenter les grands programmes de bourse Vodacom Exita que nous avons lancé depuis 2018. Et là, nous sommes à la 2e édition. Nous sommes venus pour lui demander sa disponibilité afin qu'il puisse se joindre à nous pour la présentation des lauréats. Dans un autre registre, Thomas Loakalo Senjola a reçu le recteur de l'université Gbagbo, le professeur Jean-Paul Bolouane, venu faire le rapport au numéro 1 de l'ESU sur le fonctionnement de cette alma mater. Je suis venu voir son Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire pour faire état de lieu du fonctionnement de l'université de Gbagbo, mais aussi en tant que président de la conférence des chefs d'établissement de la province de Nord-Ubangi, l'université de Gbagbo, comment on a trouvé l'université de Gbagbo qui était dans une situation très chaotique et on a essayé de redresser la situation. À son tour, la délégation Jeffrey Travel est venue solliciter l'autorisation de fonctionnement pour la haute école supérieure d'hôtellerie dénommée Vatel RDC. Il passe 3 ans dans cette école qui est une école à vocation pratique. Il fait 3 semaines en classe et 3 semaines en moyenne dans les hôtels. Ça fait partie de son programme. Pendant 3 ans, il a des stages à l'étranger et quand il sort, il est déjà opérationnel. Le ministre de l'ESU a réaffirmé sa détermination de veiller sur la qualité de la formation dispensée dans les institutions d'enseignement supérieur et universitaire, tant publiques que privées. La semaine du 8 au 14 mars, c'est la semaine mondiale du glaucome instituée par l'OMS. Le glaucome est une maladie de l'œil qui détruit progressivement le nerf optique et provoque la cécité. Pour cette année 2020, l'accent est mis sur le dépistage précoce. Selon le docteur Dieudonné Ngoy, ophtalmologue, Souzy nous donne les détails. Le glaucome est une maladie grave et la première cause de cécité. C'est une augmentation de la tension de l'œil et une atteinte du nerf optique qui entraîne une cécité irrémédiable, explique le docteur Dieudonné Ngoy, ophtalmologue à la clinique Ariel Optique. Le premier facteur de risque du glaucome, c'est l'hérédité. Il y a un autre facteur de risque, c'est l'âge. Chez tout le monde, lorsqu'on atteint 40 ans, tout le monde est passible de commencer à faire le glaucome. Le glaucome ne se guérit pas, mais on peut le soigner en abaissant la tension de l'œil pour préserver la vue. À l'occasion de la semaine du glaucome qui va du 8 au 14 mars, le docteur Dieudonné Ngoy appelle la population à un dépistage précoce, un enjeu primordial. Le glaucome est une maladie qui est grave et qu'il y a moyen de se prémunir pour ne pas perdre la vue. Le seul moyen, c'est de faire le dépistage. Il faut informer la population de la gravité de la maladie. Parce que non traitée, cette maladie amène inexorablement vers la cécité. À ce jour, des traitements existent pour stopper la progression de la maladie, tels que la chirurgie, les médicaments et le traitement moderne au laser. Mais aucun ne peut restaurer la vision lorsque cette dernière est déjà évoluée. Réunion des cadres des concertations du Bureau d'études environnementales. L'objectif est de vulgariser la loi 11009 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. C'est un reportage de Lopez Kakuba. C'est dans la salle de réunion du ministère de l'Environnement et Développement durable qu'a eu lieu le 13 mars 2020 la deuxième réunion du cadre des concertations du Bureau d'études environnementales sur la vulgarisation de la loi cadre sur la protection de l'environnement avec les différents partenaires privés et institutions étatiques qui ont un lien avec la protection de l'environnement de par les activités. Maître Eloi Bundi Bougoye, président du CBA, a signifié les objectifs de ces cadres de concertation parmi lesquels ressortir le point commun et des divergences entre les institutions afin de doter au ministère de l'Environnement et du Développement durable les moyens de sa politique sur la conservation de la nature. Nous essayons d'expliquer les différents articles de cette loi pour que, malgré que l'on dise que l'on est censé ignorer la loi, que plus jamais personne ne prétexte ignorer l'existence de cette loi qui est d'une très grande importance dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc nous avons hâte de nous adresser à ce grand public pour que réellement cette loi puisse être connue, acceptée, parce qu'il y en a qui connaissent la loi mais qui ne l'acceptent pas
sensibiliser les opérateurs au respect de la loi, mais aussi informer ceux qui ne la connaissent pas à pouvoir la connaître. Cette rencontre a permis aux experts d'échanger librement, occasion pour les chargés de mission du Fonds forestier national, Alain Kalangiro, d'expliquer la taxe des déboisements et la taxe des reboisements. Le directeur Lemba Steve de l'Agence congolaise de l'environnement, structure impliquée du ministère, a également apporté sa contribution. Pour tout dire, Maître Éloi Bundi Bougoye a martelé sur ces cadres de concertation qui servent à la vulgarisation et de l'information sur la loi 11/009 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Validation des sensibilisations pour l'avancement de gouvernance de la RED+, c'est sous ces thèmes que s'est penché les participants à la conférence organisée par Global International. Anita Lomba et Jen Mbalaka ont signé ce reportage. Oui, on vous écoute. Le Global International est une organisation mondiale des législateurs pour un environnement équilibré. Il apporte le financement à 3 pays africains, parmi lesquels la République démocratique du Congo, le Nigeria et le Sénégal. L'objectif est de soutenir leurs efforts dans la réduction des gaz à effet de serre. Selon le directeur du projet, Ahmed Raphaël, ces assises vont permettre de sensibiliser toutes les instances de prise de décision afin de relever les défis qui pointent à l'horizon 2030. Vous appelez ce qu'on appelle COP 21, COP 23, c'est là où on défend le politique gouvernementale mondiale. Il faut influencer le parlementaire pour que chaque fois que le gouvernant amène des questions sur l'environnement, que le parlementaire puisse légiférer sans problème. Donc, c'est la préparation en amont de ce que le gouvernement va amener en avant de la politique environnementale. Nous avons suivi ce qui se fait à travers le monde, puisque nous sommes d'abord un deuxième poumon environnemental du monde, la deuxième forêt du monde après l'Amazonie, les eaux douces du monde avec le bassin du Congo. Donc nous sommes le puissant parmi les puissants. On ne peut pas être à l'écart et que les autres parlent à notre place. Lancée en 2008, le RED est une initiative internationale. Elle vise à lutter contre le réchauffement climatique provoqué par les émissions de gaz à effet de serre. Selon les experts, les défis à relever sont nombreux. Et pour y arriver, les décideurs doivent se tenir les coudes en vue d'atteindre les objectifs de développement durable. Recrudescence de l'insécurité dans la province du Lualaba avec des cas de banditisme. Le gouverneur Richard Muyej-Manguez-Mons a convoqué une réunion de sécurité en toute urgence pour démanteler le réseau ces malfrats. C'est un reportage de la RTNC Lualaba. Cours de ce conseil de sécurité élargi aux membres du gouvernement provincial et auquel ont pris part le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité et le commissaire provincial de la police nationale congolaise, plusieurs mesures ont été prises, parmi lesquelles l'interdiction de circulation des motocyclistes au-delà de 20 heures. Parmi les décisions qui ont été prises, il y a une décision principale, celle de la mobilité des motards. Les motards qui circulent librement la journée, la nuit. Mais à partir d'aujourd'hui, à 20 h, on ne veut voir aucune moto circuler. Que tous les motards sachent qu'au-delà de 20 h, ils seront non seulement arrêtés, mais aussi leurs motos arrachées. On rappelle, quelques familles ont été visitées par des hommes non autrement identifiés au quartier Jolicite la nuit du mardi à mercredi. Les victimes sont internées à l'hôpital général de référence Mwangeji, d'où la visite de réconfort du gouverneur Richard Muyej-Manguez-Mons après ce conseil de sécurité. Le mode opératoire est identique à celui de Lubumbashi. Ils ont cadré un quartier, ils ont opéré calmement dans plusieurs maisons pendant plus de 2 heures sans avoir été inquiétés, sans nous effrayer. Le gouvernement provincial du Lualaba, en collaboration avec la police nationale congolaise, promettent de mettre toutes les batteries en marche pour lutter fermement contre ce fléau. Dans la province du Haut-Katanga, le directeur de l'ISETEM a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un laboratoire destiné à cette alma mater. C'est un reportage de nos confrères des provinces.
Dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire, l'Institut supérieur de technique médicale de Lubumbashi, à travers son directeur général, le professeur ordinaire Oscar Luboya Numbi, vient de poser la première pierre ce 13 mars pour la construction de laboratoires. C'était en présence du personnel administratif, académique et scientifique et du partenaire, ainsi que des étudiants que cette cérémonie a eu lieu. Pour le directeur général Oscar Luboya, cette action vise à améliorer et former convenablement les étudiants. Cela pourra aider aussi à améliorer les services offerts à la population en termes de qualité des soins aux malades et à la population entière. Sans oublier le contrôle des épidémies et des endémies qui exigent le diagnostic correct. Signalant que c'est sur fonds propres et financement belge d'Éducance que cet ouvrage va être construit. Chris Ferrens, partenaire, a souligné que c'est dans le cadre d'une collaboration entre l'Université de l'Œuvre que l'ISTEM de Lubumbashi va bénéficier de cet appui financier. Pour les étudiants bénéficiaires, c'est une grande joie car le labo est un outil de performance, comme le déclare cet étudiant de G1 Labo. L'initiation qui d'ailleurs de nous faire un laboratoire parce qu'on souffre beaucoup pour nos recherches et travaux ailleurs. Comme nous aurons un laboratoire ici chez nous, c'est vraiment un bon travail et une bonne initiative qui d'ailleurs vraiment que Dieu bénisse. Dans la province de l'Ituri, $35 américains, c'est le montant arrêté pour la vente des plaques et vignettes pour moto. Le gouverneur de cette province a échangé avec les transporteurs de mototaxis et véhicules sur les modalités des paiements. Pour concrétiser sa vision de faire de l'Ituri la petite Suisse de la RDC, que Jean Bamanissa Saïdi, gouverneur de cette province, multiplie les efforts en vue de maximiser les recettes. À travers cette rencontre, les usagers des routes, les membres des différentes associations de transporteurs en mototaxi et véhicules se sont engagés à soutenir les actions du gouvernement provincial en payant régulièrement leurs taxes. Accompagner la vision du gouvernement provincial qui prône pour le développement. Chaque moto doit avoir une plaque d'immatriculation, ça c'est très important. Ça coûte $5. Nous allons sensibiliser nos membres pour qu'ils comprennent qu'ils doivent payer cette somme-là pour que la province de l'Ituri puisse aller de l'avant. Le gouverneur des provinces, après avoir conscientisé ses citoyens ituriens au développement de leur province, Jean Bamanissa Saïdi les appelle au respect de l'engagement pris. Nous sommes là, nous discutons et nous avions voulu passer en revue les différentes questions de leur domaine, la nécessité pour eux d'avoir des plaques, d'avoir des casques, d'avoir des gilets, de payer les vignettes et d'être en règle. Notez que les fonds récoltés après la vente des plaques d'immatriculation. Les femmes de l'UDPS des territoires de Luvumi et de Kiliba au sud qui vont célébrer la journée internationale des droits des femmes en remettant des dons aux malades de quelques hôpitaux, nous dit Nadine Yango. Les venues pour défendre le droit des femmes, c'est sous ces thèmes que les femmes de l'Union pour la démocratie et le progrès social du territoire de Luvungi et de Kiliba, situés à 80 km de la ville de Bukavu, ont célébré la journée internationale de la femme avec la fondation Maman Monique Nkonde et qui a comme idéologie de soutenir les actions de leur mari au pouvoir. À cette occasion, plusieurs dons ont été remis aux malades. C'est là sous la supervision du chargé de mobilisation et de sensibilisation de l'UDPS, Fédération Rurale Sud Kivu Ouvira, M. Dona Maboko, toujours dans le cadre de la redynamisation du parti dans ces coins du pays. Convaincus par la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, plusieurs femmes de Luvungi et de Kiliba ont adhéré massivement à l'UDPS. La fédération de l'UDPS Sud Kivu multiplie les actions sur le terrain. Question de conquérir d'autres membres de différents territoires tout en soutenant les actions de cette structure qui a pour but de faire la promotion des actions de la femme congolaise, son cheval de bataille en les incitant et en les soutenant dans l'agriculture, l'élevage et la microfinance. Parlons toujours de la journée internationale des droits des femmes avec ses festivités et organisées par les infirmières de quelques structures de santé.
3 parlementaires ont été invités à exposer sur le droit de la femme infirmière au cours de la conférence que l'Ordre national des infirmiers a organisée à l'occasion de la célébration du mois de la femme. La première intervenante, la députée Kotchomba, a entretenu ces femmes sur les droits de l'homme. Pour elle, les femmes doivent mieux s'informer pour être suffisamment outillées. Nous sommes à une période de la méritocratie pour occuper une place des choix. Il faut être meilleur pour mériter cette place. Deuxième intervenante, la députée Annie Mbonza, elle a insisté sur la compétitivité de la femme. Pour se démarquer, la femme doit être compétitive par rapport aux hommes. Troisième intervenante, la députée Odette Mwamba, s'est penchée sur le droit des femmes dans les soins infirmiers. Elle estime que c'est la compétence qui détermine la personne. Les infirmières doivent améliorer leur qualité de travail. C'est l'accueil qui met en confiance la personne malade. À l'issue de ces exposés, la vice-présidente de l'Ordre national des infirmiers, Annie Lutete, a exhorté les 3 députés à être leur interlocutrice auprès de l'instance législative. Le président de l'Ordre national des infirmiers du Congo, Komba Djeko, a encouragé les femmes infirmières à se surpasser dans leur travail pour garantir les soins de qualité à la population congolaise. La remise des cadeaux aux députés a sanctionné cette cérémonie. Pour l'Ordre des infirmiers, ces femmes infirmières doivent retenir que ce mois de mars est le mois de la femme infirmière et de la sage-femme. Merci beaucoup. Restons toujours dans ces chapitres pour parler des femmes des fonds de promotion culturelle qui ont aussi marqué cette journée. Représentativité effective de la femme au sein des fonds de promotion culturelle du sommet à la base n'est plus à démontrer par sa présence à chaque poste. Il suffit seulement de parcourir toutes les directions pour constater que la femme a une place de choix grâce à sa méritocratie approuvée, surtout soutenue par les hommes jarrés, mieux encore par le staff du comité de gestion dirigé par Christian Omar Chadari. Toujours favorable à l'appel du ministère des Genres, Familles et Enfants, ces femmes de la culture et des arts se sont réunies pour réfléchir autour du thème national. Congolaises, c'est Congolais, lèvons-nous pour défendre les droits de la femme. C'est 8 mars, journée internationale de la femme. Aujourd'hui, ces femmes se réjouissent du fait que cette année, l'on a associé l'homme au combat que mène la femme, celui de défendre ses droits. Cette année, nous avons voulu associer nos partenaires hommes masculins parce que sans hommes, nous ne pouvons rien faire sans eux. Pour les femmes du Fonds de promotion culturelle FPC, nous voulons que la parité soit vraiment dans notre établissement public. Nous voulons que nous soyons aussi comme nos frères masculins, mêmes avantages, mêmes droits. Et pour cela, je remercie nos autorités, à partir de notre directeur général, Christian Omar Charadi, qui en tout cas jusqu'à présent fait un effort pour que au FPC, la parité, l'égalité soit vraiment réelle. La santé rénale pour tous et partout, de la prévention au dépistage en passant par l'accès équitable aux soins, c'est le thème retenu pour célébrer la journée mondiale du rein. Et en marge de cette journée, les experts néphrologues ont sensibilisé la population sur les dangers de cette maladie. Eric Kabamba pour les détails. À Kinshasa, un adulte sur 8 est atteint d'une maladie rénale et les conséquences sont fâcheuses, d'où l'importance de la sensibilisation de la population à la prévention de maladies rénales. C'était l'objet de cette conférence organisée par la Société congolaise des néphrologues en collaboration avec l'Association congolaise de personnes atteintes de maladies de rein, et ce, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale du rein. Dans nos hôpitaux, sur 10 malades qui viennent, en tout cas 8% ont déjà une maladie rénale au stade terminal. Et ceux qui sont au stade terminal, il n'y a qu'à peu près 1 ou 2 personnes qui peuvent se payer la dialyse. Notre vœu est vraiment, comme le thème le dit, que tout le monde puisse avoir des reins sains partout et pour tout. Une fois le rein abîmé, la personne atteinte a besoin d'une transplantation. Cependant, le manque de réglementation dans ces domaines pose un sérieux problème. D'où les plaidoyers de ces experts néphrologues. Nous avons sensibilisé par rapport aux maladies des reins, par rapport à l'importance de ces maladies dans notre communauté.
par rapport au mode d'expression de ces maladies, par rapport à leurs causes, comment les éviter. Avoir une bonne hygiène de vie, telle est la règle générale. Voilà, ça n'est fini avec cette édition des 19h sur la télévision nationale congolaise. Merci de votre sympathique attention, mais ne zappez pas, retrouvez Anita Luamba à 20h. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.